Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo qui n'est pas vraiment un tuto pas à pas, mais plutôt une vidéo couture dans sa globalité. En effet, j'ai commencé cette robe fin décembre 2024 maintenant, afin de pouvoir la porter en février 2025 avec le ballet impérial à l'Opéra Garnier. Mais entre-temps, la deadline a été avancée de presque un mois car je devais la porter pour un shooting et je me suis retrouvée à devoir faire la robe plus vite que je n'aurais souhaité. Donc il y a certaines parties de la fin du corsage que je n'ai pas pu vous filmer parce que j'étais complètement dans le rush de dernière minute. Alors aujourd'hui du coup on va s'attaquer à la mode des tournures et de l'époque 1885 environ. Pour réaliser cette robe, je ne me suis pas basée sur un patron moderne car j'avais envie de tester ce qui pouvait se faire à l'époque. Le corsage que vous allez donc voir dans cette vidéo a été construit à partir d'un véritable patron d'époque utilisé à la fin des années 1885 et qui se trouvait dans le magazine La Mode Illustrée. J'avais déjà expérimenté les patrons d'époque et une fois que l'on comprend le fonctionnement, je trouve qu'il n'y a pas mieux, ce sont des vêtements qui sont réellement bien coupés et ajustés. Et avant de commencer, un peu d'histoire. Après l'ampleur exubérante de la crinoline, la mode victorienne prend un virage vers de nouvelles formes, moins envahissantes mais tout aussi structurées. La décennie 1870 marque l'abandon progressif de la crinoline au profit de la tournure. Un accessoire qui va radicalement redéfinir la silhouette. Après quelques années d'utilisation de la tournure, il y a une brève parenthèse où la mode a cherché une ligne plus fluide, connue sous le nom de natural form. Durant cette courte période, la tournure est quasiment abandonnée. Les robes sont extrêmement ajustées de la taille jusqu'au genou, avant de s'évaser en une longue traîne. Mais la tournure ne reste pas longtemps dans l'oubli. Elle fait un retour en force au milieu des années 1880. Cette fois-ci, elle est conçue pour donner une forme presque en plateau à l'arrière, projetant encore plus le tissu. Les garnitures des robes s'inspirent de l'ameublement, avec les drapés, les franges, les plissés et le tissu caractéristique, et sont d'ailleurs à l'origine du nom style tapissier. Allez, on commence par la jupe. Je l'ai réalisée avec le patron Truly Victorian TV263 et j'ai pris l'option de la vue B qui me semblait parfaite pour une robe de bal. J'ai donc commencé en posant ma pièce avant sur le pli du tissu pour être on-fold. Puis j'ai posé la pièce B du côté que j'ai découpé par 2 fois et la pièce D qui est l'arrière découpé 3 fois si vous prenez l'option vue B. C'est ce qui vous permettra d'obtenir cet arrière avec une traîne et je laisse toujours un peu de marge en bas par rapport au patron car maintenant vous me connaissez, j'adore les traînes. Alors jusqu'ici tout allait bien et je me suis rendu compte qu'il y avait une petite pièce nommée gore que je devais découper mais je n'avais aucune idée de où ni pourquoi. En fait, je n'arrivais pas à me repérer dans les découpes. Donc pour mieux comprendre tout ça, j'ai réécrit sur le schéma chaque pièce et je pense que marqué ainsi, cela devient tout de suite plus clair. Cette fameuse pièce numéro C nommée gore est une pièce en triangle assez fine qui semble être là un peu pour rien, mais en fait je vous assure qu'il ne faut pas l'oublier. Puis une fois vos pièces découpées, on va s'attaquer à marquer les pinces de la pièce avant. Pour ce faire, j'ai simplement retracé avec un crayon blanc le contour de la pince. J'ai ensuite retourné mon patron sur l'envers et j'ai fait de même pour marquer l'autre côté proprement. Ensuite, je suis venue pincer et à l'aide d'aiguilles, j'ai piqué de sorte à ce que l'aiguille ressorte de part et d'autre des lignes que j'ai tracées.
Une fois cela fait, j'ai fait de même avec mes pièces du côté. Passez à la machine à coudre vos pinces et vous devriez avoir quelque chose comme cela. Ensuite, c'est l'heure de l'assemblage. En partant de ma pièce avant, j'ai suivi les encoches en triangle pour mettre mes deux pièces de côté à la pièce avant. Puis vient le moment où il va falloir attacher votre pièce C, donc qui est la fameuse pièce qui semble inutile mais qui ne l'est pas. Elle va permettre de faire la jonction entre votre côté et votre arrière de façon plus jolie et ne pas tirer votre arrière sur le côté. De même, vous allez pouvoir vous repérer grâce aux encoches. Partez du bas de la jupe lorsque vous allez l'épingler et remontez tranquillement vers le haut, donc vers la ceinture. Ne paniquez pas, votre pièce ne va pas jusqu'en haut et c'est tout à fait normal. C'est même déroutant, mais comme on dit dans le milieu, trust the process. Prenez ensuite vos 3 panneaux arrière et assemblez-les. De mon côté, je crois que je n'ai découpé que 2 pièces car je n'avais pas assez de tissu pour tout faire. Donc même avec cette option, c'est possible de faire quelque chose qui ressortira bien. Pour la partie définition et de la décoration, j'avais en tête de faire une sorte de couche de tulle froncée sur le dessous et ensuite sur le dessus, faire tout plein de plis. Pour cette partie, j'ai fait quelque chose de soft car je n'avais pas assez de tissu et j'aurais aimé faire plus de plis tout autour de la jupe. Pour ce faire, il faut découper le plus de bandes possible de tulle que vous allez pouvoir doubler en 2 ou 3 couches pour avoir quelque chose d'épais et qui passe à la machine. Avec un point à la machine le plus lâche possible, vous passez vos bandes. Puis avant de froncer pour me faciliter la tâche, j'ai découpé le bas au ciseau au niveau de la pliure de votre tulle, puis il vous faudra tout froncer. Sur des bandes de 1,50 m de long, une fois froncé, il ne reste plus grand chose et c'est ce processus qui rend la couture très longue. Pour les plis en tissu sur le dessus de la jupe, je suis partie du patron de la ceinture. Je trouvais tout simplement la taille nickel, donc j'ai découpé encore et encore plein de bandes. Il faudra faire des ourlets sur les 2 bords afin d'avoir quelque chose de propre et ensuite il va falloir tout plier. Et perso je l'ai fait à la main, mais j'ai vu sur certaines vidéos que c'est possible de faire avec un patron à plis. Je sais pas trop comment on appelle ça, je pense que c'est plutôt un gabarit qui va vous permettre d'avoir des plis réguliers, en tout cas un peu plus réguliers que les miens, mais en vrai je trouve ça bien et ça fait un peu plus naturel comme ça.
Une petite pause avec mon petit bouchon et on repart dans les plis. Ensuite, donc, pour accrocher le tulle, j'ai retourné sur l'envers la jupe et j'ai forcé, on peut le dire, à la machine. Ma pauvre petite machine, je lui en ai fait voir de toutes les couleurs avec tous mes projets. Et une fois que c'est fait, eh bien j'ai fait la même chose mais avec les plis. Et oui, c'était assez long. Puis vient le début du corsage, comme je vous le disais en début de vidéo. Je suis partie d'un patron d'époque que j'ai imprimé. Tout d'abord, j'ai posé les pièces sur le mannequin pour essayer de comprendre ce que j'étais en train de faire, car ce n'est pas forcément évident. Ça permet de voir la structure du patron et de voir où il faudrait potentiellement ajuster et surtout rajouter de la matière. Car à ces époques, nous n'avions pas du tout les mêmes mensurations. Et c'est là que rentre en jeu la toile et qui permet de voir le rendu une fois les pièces découpées. Je l'ai fait en général dans du coton et ça me servira de doublure par la suite. Dans ce genre de cas, il est vraiment très utile de faire une toile pour voir si tout va bien tomber sur vous. Et une fois que tout vous semble ok, vous allez pouvoir découper dans votre tissu final. Si jamais vous souhaitez utiliser un patron d'époque, sachez que cela ne fonctionne pas avec des encoches pour vous guider comme les patrons modernes, mais plutôt avec un système de chiffres qui permet de savoir où la pièce se pose par rapport à l'autre. Ici, on voit que les chiffres concordent entre eux, c'est-à-dire que le 32 va être à côté du 32, idem pour le 33, etc. Parfois, vous pouvez aussi avoir des étoiles comme repère. J'ai ensuite assemblé toutes mes pièces entre elles et c'est là que j'ai abandonné les plans chronologiques car hors caméra j'ai posé des baleines et j'ai fait mes ourlets tout autour et mes œillets sur l'arrière du corsage. Afin de délimiter les petits picots du patron, j'ai posé un galon blanc que j'ai trouvé en brocante. Une fois tout cela fait, je me suis amusée à reposer du tulle et un contraste entre le marron clair et le velours grâce à la dentelle noire. Pour les manches, j'y ai posé une dentelle ancienne qui ne me servait pas jusqu'alors.
Les finitions comme celle-ci sont souvent terminées à la main et comme je ne vous avais pas montré l'intérieur, le voici avec des plans plus tardifs pour vous montrer où j'ai posé les baleines. J'ai totalement oublié de vous filmer comment j'ai réalisé le petit tablier, mais je vous mettrai les patrons que j'ai utilisés en description. Et de mon côté, je vous laisse avec les quelques images que j'ai de cette robe que j'ai eu la chance de porter par 2 fois à l'Opéra Garnier en compagnie des copains du Ballet Impérial. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à vendredi prochain pour de nouvelles aventures dans le temps. Et reviens, vas-y, reviens. Ouais. Alison. Moi, je voulais repartir avec un sourire. On a fait ça rapidement.